Me revoilà, salut à tous, désolé, j'ai un peu j'ai pris mon temps. Bon, alors, je vais vous afficher un extrait du livre, parce que je me suis dit, là quand même, ça se fait pas. Je vais essayer d'afficher un extrait du livre. Donc, alors, celui-là, c'est ce chapitre, je voulais le lire particulièrement. Donc, 10 conseils pour acheter des hommes et des femmes esclaves. Vous voulez des conseils? Je sais pas, moi je me suis dit, est-ce que mes abonnés, un jour, si j'ai envie d'acheter des esclaves avec la méthode islamique, ben, ils voudraient savoir un peu, avoir des petits tips, des petits conseils, des petites, voilà, astuces. Moi, je me suis dit, je suis là pour vous, je ne vous ai pas oublié. Voilà, les clients, les acheteurs d'esclaves potentiels. Et je suis là pour vous apporter un éclairage sur les bonnes façons d'acheter des hommes et des femmes esclaves. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Dites-moi en commentaire si vous êtes prêts ou pas. Je vous lis. Bon, je vois personne en commentaire, donc j'imagine que vous n'avez pas envie que je lise le chapitre. C'est ce que je comprends. Ok. Donc, malheureusement, vous ne saurez pas, visiblement, quels sont les 10 conseils pour acheter les hommes et les femmes esclaves. Vous n'êtes pas curieux, en fait. Je suis déçu, je suis déçu. Il n'y a que moi qui le saura, du coup. Moi qui le saura. C'est pas grave. Je vais agrandir l'image pour que ce soit propre. Ah si, voilà, c'est bon, c'est bon. Pas de souci, je vais lire, je vais lire. J'enlève la bannière là, qui cache l'écriture. Et je vais mettre celle-là. Voilà, c'est bon. Alors, c'est parti. Donc, quels sont les 10 conseils pour acheter des hommes et des femmes c'est tellement aberrant, j'arrive pas à me dire. C'est horrible. Et des femmes esclaves. Donc, donc, c'est un document du 11e siècle. Voilà. Donc, conseil utile lors de l'achat d'esclaves, selon les dires des sages et des philosophes. Et là, rien que ça, hein. Donc, dont 4 s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Donc, il y a 4 qui concernent femmes et hommes. C'est-à-dire l'injonction que l'acheteur doit se livrer à un examen méticuleux avant l'achat et ne pas prendre de décision au premier coup d'œil. Donc, il disait, celui qui achète quelque chose ne doit pas être en grand besoin de cette chose. Car l'homme affamé approuve toute nourriture qui apaisera sa faim, et l'homme nu se contente de n'importe quel haillant qui le réchauffera et le couvrira. Vous savez, c'est comme le truc le conseil de faut pas aller faire ses courses quand t'as faim, parce que tu risques d'acheter n'importe quoi. Voilà. Il vaut mieux bien manger, et après aller faire ses courses. Voilà. Parce que quand t'as le ventre vide, tu réfléchis mieux. C'est un peu le même genre de conseil, mais appliqué à l'achat d'esclaves. Bon, c'est pour cette raison qu'il disait, un débauché ne doit pas être chargé de l'achat des femmes esclaves, car le tumescent manque de jugement, car il choisit au premier coup d'œil et il a de la magie dans le premier regard et du charme dans la nouveauté et l'étrange. S'il en ressent après son besoin, il choisira immédiatement ce que ses sens démentiront par la suite lorsque le besoin aura disparu. Voilà pourquoi il est dit, des observations répétées érodent la nouveauté, et une introspection méticuleuse révèle l'artifice et livre au grand jour la tromperie. C'est pour ça que, les gars, c'est comme quand vous achetez des fruits ou des légumes, etc., ou n'importe quel produit de toute façon, faites attention. Faites attention. C'est pas n'importe comment. Comme ça, vite, affalé, assoiffé. Non, non. Non, tranquillement. Vous prenez le temps, vous observez plusieurs fois. Voilà. Quand vous achetez, par exemple, un produit nutritif, vous voyez un peu sa qualité nutritionnelle, combien de calories, combien de sucre, combien de protéines, combien de lipides. Vous voyez s'il n'y a pas des composants potentiellement cancérigènes ou autres. Effectivement, vous faites attention pour ceux qui sont allergiques au gluten. Voilà. Les gars, faites attention. Comme le dit. Alors, mais j'ai juste envie de voir qui c'est l'auteur. Voilà, comme le dit Ibnou.
Boutlan, voilà. Donc, Abou Hassan al-Mukhtar ibn al-Hassan, dans Risalatu fi Shira al-Raqiq. Donc là, c'est littéralement le texte s'appelle Épître sur la manière d'acheter les esclaves. Voilà, l'esclave. Donc, comme le dit Ibn Boutlan, il faut savoir, voilà, avoir raison de garder quand on achète. Ok. C'est quoi le deuxième conseil, le deuxième tips? La mise en garde des anciens avant l'achat, il disait, gardez-vous d'acheter des esclaves à des fêtes ou sur des foires. Ah oui, les gars. Eh oui. Quand vous achetez vos produits, faut pas les acheter n'importe où, hein. Car c'est à l'occasion de tels marchés que les fourberies des marchands d'esclaves sont les plus subtiles. Oui, vous risquez de vous faire arnaquer. Ouais, quand vous allez dans les fêtes et tout, dans les fêtes foraines, dans ce genre d'endroits. Et il y a beaucoup d'arnaques. Les kermesses, voilà, je cherchais le mot, les kermesses, les festivals. Voilà. Faites attention, faites attention. Les marchands d'esclaves sont plus subtils. Donc, combien de fois a-t-on vu vendre une fille décharnée pour une fille replète, une brune sale pour une blonde dorée? Aïe, aïe, aïe. Un homme âgé pour un jeune homme aux formes pleines, une panse débordante pour une taille nette et mince, une bouche nauséabonde pour une haleine parfumée. Combien de fois parviennent-ils camoufler les défauts des yeux ou les plaies de lèpre et rendent-ils bleu clair des yeux bleu foncé? Putain, ouais, c'est exceptionnel. Euh, je sais pas comment ils avaient des lentilles de contact à l'époque. Je sais pas comment ils faisaient pour refaire ça. Combien de fois fardent-ils les joues jaunes en rouge? Ah, donc ça c'est comment on appelle ça? Je suis nul en produits cosmétiques. En tout cas, pour ceux qui savent, vous saurez la réponse. Comme on arrive à vendre donc des joues pâles en joues rougeâtres ou rouges, arrondissent les joues creuses, ok, agrandissent les petits orifices, épilent les joues, teignent les cheveux. Donc ils avaient déjà des colorants capillaires, teignent les cheveux clairs en noir de guet. Non, et à l'époque ça existait déjà, bien sûr. Là, j'exagère le trait. Évidemment que ça existait déjà. Bouclent les cheveux raides, excusez-moi. Donc, ils avaient déjà leur lisseur ou je sais pas quoi et leurs aux outils pour boucler les cheveux raides. Blanchissent les visages bruns, galbent les jambes maigres, épicent les cheveux clairsemés et dorent les gavelures, les tatouages, les taches de rousseur et les plaques de gale. Combien de fois a-t-on vendu pour bien portant un esclave malade? Un garçon pour une fille. Ah non, mais là, carrément, hein. Ok. Tout cela, en plus de l'encouragement dispensé pour les marchands d'esclaves à leurs filles, pour qu'elles se jettent sans pudeur à la tête des jeunes gens qui passent et qui considèrent la charogne comme de la viande légitime, et légitime leur manière de se parer de rouge et de henné et de doux vêtements de couleur. Donc, on a entendu un marchand d'esclaves dire un quart de dirham de henné augmente le prix d'une fille de 100 dirhams d'argent. Donc, apparemment, le fait d'investir en mettant du henné au niveau, je sais pas si faisait des dessins avec, des tatouages ou autre, donc ça a augmenté le prix de la femme esclave de 100 dirhams d'argent. Donc, il y a une rentabilité. 1 dirham, 100 dirhams. Donc, je sais pas, les gars, il y a un gros ratio en termes de rentabilité. Franchement, ce sont de bons commerçants. On peut pas leur reprocher ça. L'injonction de ne jamais se décider après n'avoir entendu parler qu'une fois d'un esclave homme ou femme. Il disait ne prenez pas de décision à la première vue d'un ou d'une esclave. Soyez plus porté à douter qu'à croire. Il est sûr d'être très soupçonneux. Donc, c'est un peu comme le conseil numéro un, l'astuce numéro un, faut faire très attention. Dans le doute constant, dans une parano, même s'il le faut. Mise en garde particulière pour les grands. Il disait que les grands, chacun s'il a un ennemi qu'il craint, peut chercher à le tuer ou à pénétrer ses secrets. Se méfie en achetant un eunuque ou une esclave sans mener une enquête minutieuse pour un compte auparavant, particulièrement si elle s'est écrite et vient de la maison d'un gouverneur. Qu'il se méfie également en achetant un mulâtre. Donc, faut pas de grand.
Il faut aussi se méfier de l'eunuque. Il faut aussi se méfier d'une femme qui sait écrire. Apparemment, ça peut être dangereux. Ou qui vient de la maison d'un gouverneur. C'est-à-dire que c'est une femme qui a eu l'habitude d'être l'esclave d'une élite politique. Donc, qu'il se méfie également en achetant un mulâtre, un marchand ou un trafiquant, car c'est une ruse par laquelle de nombreux rois ont péri. Trois conseils relatifs exclusivement à l'achat d'esclaves mâles. Donc là, ça va être relatif vraiment qu'aux hommes. La mise en garde contre l'achat d'un esclave habitué à la violence et à la querelle. Voilà, donc les bagarreurs, non. Il disait: n'achetez pas un esclave que le maître avait coutume de frapper, et ne manquez pas de vous enquérir sur le propriétaire précédent et ses raisons de vendre l'esclave. Voilà, faut pas chercher à savoir. Et c'est vraiment genre le produit défectueux, faut pas chercher à comprendre. Essayez de pourquoi est-ce que c'est en occasion. Essayez de c'est horrible, c'est vraiment ils traitaient vraiment les esclaves comme des objets. Essayez de le savoir de l'esclave lui-même et d'autres personnes, car il y a gros à gagner d'une telle enquête, soit en vous le liant à tout jamais, soit en le laissant. La cause, donc, est elle. L'effronterie de l'esclave de blâmer son maître et de l'insulter, ou le mécontentement du maître devant les récriminations et le manque de respect de son esclave, la raison de la vente revient-elle au maître ou à l'esclave? C'est intéressant de savoir si c'est à cause du maître que l'esclave veut le vendu, ou c'est l'esclave qui est tellement désobéissante ou désobéissant. Du coup, là c'est les hommes. Donc c'est par rapport à un homme qui est tellement désobéissant qu'il a été amené à être vendu par son maître. Donc, le conseil sur ce qu'il convient de faire avant de l'employer. Il disait: le caractère de votre esclave sera déterminé par la façon dont vous le traiterez. Au moment où il entrera dans votre maison pour la première fois, si vous l'enhardissez, il deviendra hardi, si vous le dressez, il sera obéissant, s'il s'associe avec de mauvais esclaves ou de mauvais gens, il sera mauvais. Maintenant, on va parler des femmes. Deux conseils relatifs aux femmes esclaves, c'est-à-dire comment s'assurer qu'une femme esclave n'est pas enceinte avant l'achat. Il disait: assurez-vous que les femmes ne sont pas enceintes avant d'en prendre possession. Méfiez-vous de leurs fausses explications et de leurs prétentions mensongères. Elles sont nombreuses à introduire du sang d'autres filles dans leurs parties intimes. Et oui, faites attention, faites attention, faites attention. Celle qui saura vous dire la vérité doit être une femme qui ne souhaiterait pas que vous soyez chargé de l'enfant d'un autre homme. Ordonnez-lui d'examiner les seins et l'estomac. Donc tu dois engager une autre femme pour examiner ton esclave. Donc vous pouvez également trouver une certitude dans la pâleur de la peau et dans le goût pour une cuisine salée, car il s'agit là d'une envie liée à la grossesse. Ah, ces grands médecins, franchement très très fort, très très fort. Sur la manière après l'achat de déjouer les ruses destinées à tomber enceinte contre la volonté du maître. Il disait: méfiez-vous de deux choses. Si vous achetez une esclave nubile, donc pubère, il arrive bien souvent qu'elle devienne pubère sans que vous le sachiez. Ah oui, ok. Nubile, donc c'est sûrement relatif au fait d'être en âge de pouvoir se marier. Ouais, c'est plus par rapport à ça, la nubilité. Je pense que ici c'est sous-entendu comme ça. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça, nubile qui est en âge d'être marié. Voilà. Parce que la nubile, ça peut être aussi, dans certains pays ou cultures, qui est apte à la reproduction. Du coup, tu peux être nubile, mais pas forcément pubère, c'est vrai. C'est pour ça qu'il précise. Bon, du coup, elle pourrait devenir pubère sans que vous le sachiez, car en souhaitant une maternité, elle vous le cachera. Donc méfiez-vous des esclaves lesbiennes. Ah, les esclaves lesbiennes. Pourquoi? Qui s'imaginent qu'elles sont stériles et rejettent l'idée de grossesse, car elles vous tromperont souvent en cela. Un conseil au vendeur et non à l'acheteur. Donc là, on veut donner des conseils à celui qui vend. Ouais, parce que là, jusqu'à maintenant, c'était ceux qui achètent. Il disait: n'envoyez jamais une esclave chez le marchand d'esclaves, sauf pendant la période du flux menstruel. Sans cela, elle risque de tomber enceinte dans les quartiers des esclaves et prétendra par la suite que vous êtes le père. En notre temps, nous avons été témoins d'un cas de saignement pendant la grossesse, mais de telles occurrences sont rares. Faites attention, les marchands d'esclaves, faites attention avec vos esclaves. Faut pas qu'elles se promènent dans les... euh, où ça déjà? En fait, c'est tellement aberrant que j'arrive même plus à c'est ce que je suis en train de te lire. Ah là là.
Donc, faut pas les envoyer n'importe où, dans les quartiers d'esclaves, voilà. Faut pas les envoyer dans les quartiers d'esclaves, sinon elle va tomber enceinte. Et faites attention, on peut aussi saigner même pendant les grossesses. Alors, des différents types d'esclaves selon leur pays, leurs origines. Donc là, on a eu nos tips pour savoir comment acheter des esclaves. Là, ça va être sur les les typologies, voilà, les typologies d'esclaves en fonction du critère d'origine, des régions, des pays. Déjà, est-ce que vous êtes satisfait des tips? Est-ce que pour vous, là, vous vous sentez apte à pouvoir acheter un esclave en toute sécurité et toute sérénité? C'est la question que je pose. En commentaire, n'hésitez pas à répondre. N'hésitez pas à répondre. Donc, je continue. Du fait de notre expérience et de nos recherches, nous allons faire ici l'exposé de ce que nous avons découvert de nous-mêmes, de ce qui est bien connu, de de ce que nous avons compilé et de ce que nous avons, de ce que nous ont appris tous les voyageurs sur les différentes races d'esclaves et leurs variétés, tant physiques que psychologiques, de manière à satisfaire tout ce que ce sujet intéresse. 25 rubriques se succèdent de la manière suivante. La première comporte les explications des différents termes dont le lecteur doit connaître le sens. Si vous m'entendez dire Farsiya, il faut savoir que je ne parle pas d'une femme née à Fars. Les deux parents peuvent être des Farsi, Farisi, mais le père seul peut suffire. Si les descendants du noir, donc les Farsi, c'est en général un terme pour désigner les Perses, les Persans. Donc si les descendants du noir épousent des blancs pendant 3 générations successives, le noir cède le pas aux blancs. Le nez épaté se transforme en long nez. Les membres s'affinent et le caractère change également dans ce sens. Le même usage vaut pour toutes les races. Si vous m'entendez parler d'une esclave cinquière, il faut comprendre qu'elle mesure 5 empans. Une esclave cinquière. J'avais jamais entendu parler de ces termes. Donc, si je dis Mansouriya, je fais allusion à Al-Mansoura, qui est au-delà du fleuve de l'Indus, c'est-à-dire à Multan, et non Al-Mansoura des Arabes. Donc, suivre 4 rubriques associées aux 4 points cardinaux. La première concerne l'Orient. La couleur des peuples que l'on y rencontre est le blanc teinté de rouge. Leurs corps sont fertiles, leurs voix claires, leurs maladies rares, leurs visages harmonieux, leur caractère noble, leurs moutons nombreux, leurs arbres imposants. On ne trouve chez eux ni colère ni courage, car ils sont d'un naturel juste. C'est un peuple au caractère calme et à l'humeur, au caractère calme et à l'humeur débonnaire. Tout cela est dû au caractère modéré de l'ensoleillement et de leur nourriture, et à la limpidité de leur eau. La seconde concerne quoi? Qu'est-ce qu'elle concerne, la seconde? L'Occident. Ah, dans la mesure où ils ne voient pas le soleil le matin. Les populations, ils sont presque à l'opposé absolu de ce que nous avons dit des Orientaux. La troisième concerne le Nord. Là, les habitants vivent sous le signe de l'ours et de la chèvre. Là, ils parlent des constellations. Comme c'est le cas pour les Slaves. Ils ont le torse large, sont courageux, sont bien bâtis pour conserver la chaleur. Mais leurs jambes sont minces, car la chaleur s'échappe par les extrémités. Du fait de leur excellente digestion, ils jouissent d'une vie longue, mais leurs femmes sont stériles, car elles ne sont jamais libérées du flux menstruel. La quatrième concerne le Sud, où les gens vivent sous le cercle polaire du Sud. Tels les Éthiopiens, leurs conditions sont rigoureusement opposées à celles des Nordiques. Leur peau est noire, leurs os saumâtres et troubles, leur estomac froid et leur digestion mauvaise. Ils sont de nature calme et vivent peu et leurs ventres sont mous en raison de leur mauvaise digestion. Puis suivent 25 rubriques traitant de chaque pays individuellement. Les Indiennes vivent au sud-est. Elles ont une bonne stature, leur peau est brune, la beauté leur a été largement dispensée. Donc pâleur, peau claire, haleine agréable, douceur, grâce, mais elles vieillissent vite. Elles sont fidèles et affectueuses, très sûres, sages, elles ont la langue bien déliée et un excellent caractère. Elles ne supportent pas être humiliées, mais supportent la douleur sans se plaindre jusqu'à la mort. Elles peuvent réaliser de grandes choses si le besoin ou la provocation les y conduit. Les femmes sont stériles, les hommes conviennent bien à la protection des personnes et des biens, et au travail artisanal minutieux. Ils attrapent facilement froid. Les femmes du Sindh se trouvent à la limite de l'Est et du Sud, à l'exception de leur taille très fine, leurs longs cheveux, elles ressemblent aux Indiennes dans le pays limitrophe au leur. Les femmes de la Madina.
ont la peau brune et se tiennent bien droites. Elles allient la douceur de leurs propos et la grâce de leur corps au charme, à l'espièglerie, à la beauté de leur forme et de leur chair. Elles ne sont pas jalouses, elles se contentent de peu, ne se mettent pas en colère, ne ronchonnent pas et deviennent d'excellentes chanteuses si on leur apprend. Donc, les femmes de Taïf, d'un brun doré, ont des formes pleines. Ce sont des créatures de Dieu les plus gaies, les plus drôles, les plus enjouées. Elles ne conviennent pas comme mères car elles tombent difficilement enceintes et meurent en couche. Leurs hommes sont les plus actifs de toute l'humanité au jeu de la séduction, les plus assidus en compagnie et les meilleurs en chant. Et après, ça parle même des Berbères apparemment. Donc les Berbères viennent l'île de Barbara. Voilà, apparemment pour eux c'est une île, l'île de Barbara, qui se trouve à la limite de l'ouest et du sud. Elles sont presque toutes noires, mais on peut exceptionnellement en rencontrer dont la peau est plus claire. Si vous pouvez en trouver une dont la mère est de Utama, le père de Sanhaja, et dont l'origine est Mesmouda, vous pouvez être assuré qu'elle sera naturellement portée à l'obéissance et à la loyauté dans tous les domaines, active au travail, adaptée à la maternité comme au plaisir, car elles seront très dévouées à leurs enfants. Le marchand d'esclaves, Abu Uthman, dit: s'il arrive qu'une fille berbère nantie de toutes les qualités de sa race soit importée à l'âge de 9 ans, donc là on retrouve toujours l'âge de 9 ans, passe 3 ans à Médine et 3 ans à la Mecque, arrive en Irak à l'âge de 15 ans, donc là c'est le type du marchand d'esclaves, mais apparemment ça marche qu'avec les femmes berbères, les filles, faut préciser les filles berbères. Ça marche pas avec les autres. Voilà. Ça c'est un type que pour les filles berbères. Donc tu la ramènes à 9 ans. Elle vit 3 ans à Médine, 3 ans à la Mecque. Elle arrive en Irak à l'âge de 15 ans. Il soit éduqué, qu'on l'achète à l'âge de 25 ans, pile 25 ans, pas 26, pas 24, pas 23, 25. Alors là, elle aura à ajouter aux excellentes qualités de sa race, l'espièglerie des Médiniennes, la longueur des filles de la Mecque et la culture des femmes d'Irak. Elle mérite alors d'être placée sous la prunelle des yeux et cachée derrière la paupière. Alors, les femmes yéménites sont de la même race que les égyptiennes avec le corps des berbères. La gaieté des médiniennes et la longueur des filles de la Mecque. Elles donnent le jour à de beaux enfants qui ressemblent quelque peu aux bédouins arabes. Les femmes Zaranj vivent dans un pays appelé Zaranj. Ibn Khudaybah dit que de là à la ville de Multan, il y a 2 mois de voyage et que Multan se situe au cœur de l'Inde. Une particularité de cette race se manifeste pendant les relations sexuelles, au cours desquelles elles sécrètent un liquide ressemblant à du muscle, mais elles ne sont pas fertiles. Les femmes zinj ont de nombreux défauts. Plus elles sont noires, plus leurs visages sont laids, plus leurs dents sont pointues, moins elles sont utiles, et plus elles sont susceptibles de faire le mal. Ah ouais, ok. Dans l'ensemble, elles ont un mauvais caractère et s'enfuient souvent. Parce qu'il faut rappeler le contexte, on parle d'esclaves. Donc on s'enfuit parce qu'elle est esclave, elle veut se barrer. Ça, ce n'est pas dans leur nature de se faire du souci. La danse et le rythme sont innés, enracinés en elles, dans la mesure où leur parole est obscure, elle a dû être compensée par la musique et la danse. On dit que si un Zanji devait trop tomber du paradis sur terre, il battrait la mesure pendant sa chute. Ils ont les dents les plus blanches du monde parce qu'ils ont beaucoup de salive. Ils ont beaucoup de salive parce qu'ils ont une mauvaise digestion. Ils supportent les travaux pénibles. Si le Zanji a eu suffisamment à manger, vous pouvez le punir lourdement. Il ne se plaindra jamais. On ne peut tirer aucun plaisir de leurs femmes à cause de leur odeur déplaisante et de la rudesse de leur corps. Les femmes éthiopiennes, pour la plupart, ont des corps gracieux, doux et faibles. Elles sont sujettes à la phtisie et à la fièvre hectique et n'ont aucun don pour le chant et la danse. Elles sont délicates et ne s'adaptent à aucun autre pays hormis le leur. Elles sont bonnes, obligeantes, d'un naturel souple, dignes de confiance et se distinguent par leur force de caractère et la faiblesse de leur force physique, malgré leur minceur, leur faiblesse de caractère, la brièveté de leur vie, excusez-moi, causée par leur mauvaise digestion. Donc les femmes de la Mecque sont langoureuses, féminines. Donc là, bien sûr, la Mecque, ils vont être au top, évidemment. Elles sont donc langoureuses, féminines. Elles ont les poignets fins, une peau blanche, légèrement brunie, une belle silhouette, un corps souple, une bouche propre, fraîche, des cheveux bouclés, mais des yeux tristes et mornes.
Ah, ok, donc elles sont tristes. Les femmes de Zarawa sont d'une nature vicieuse et ne cessent de maugrer. De telles dispositions malveillantes les conduisent à commettre des actions horribles. Elles sont pires que les ânes et que toutes les autres noires. Elles sont inutilisables pour le plaisir et leurs mâles ne le sont pas non plus pour le travail. On rencontre les Boudjas entre le sud et l'ouest dans la région qui se situe entre l'Éthiopie et la Nubie. Elles ont la peau dorée, de beaux visages, des corps doux, une chair tendre si elles sont. Ah, je pense que j'ai pas, j'ai pas enregistré l'autre page, désolé. Bon, en tout cas, je continue avec cette page-là et je mettrai l'autre page une autre fois. Ou sinon, je vais la retrouver maintenant sur le livre et je vous continue. Ouais, je vais vous continuer quand même parce que attendez, il faudrait que je retrouve juste la page. Désolé, j'avais pas vu qu'il manquait quelque chose. Je vais vous la lire, je vais vous la lire. Donc, si elles sont importées jeunes, donc on leur épargne la mutilation et on peut encore les utiliser pour le plaisir. Donc, ces femmes sont en effet excisées. Toute la partie supérieure du pubis est découpée jusqu'à l'os, au moyen d'un rasoir. Elles sont pour cela devenues fameuses. De la même manière, on excise les mamelons des hommes et on leur ôte un os du genou. Le courage et l'esprit de rapine sont innés et profondément ancrés chez eux. Aussi, ne faut-il pas leur confier d'argent, les charges de trésorerie ou de garde. Les Nubiennes maintenant sont entre toutes les noires, celles qui font la preuve de la plus grande aisance, grâce et délicatesse. Leur peau est sèche et leur chair tendre. Elles sont solides, mais également minces et fermes. Le climat de l'Égypte leur convient, car elles peuvent boire l'eau du Nil, et si on les déplace, elles sont rapidement terrassées par des maladies sanguines ou autres maladies très douloureuses dont les souffrances délabrent leur corps. Elles sont d'un caractère pur, attirante, et l'on trouve chez elles un sens de la religion du bien, de la chasteté et de l'obéissance, à croire qu'elles ont été créées pour l'esclavage. Ah. Bon, les femmes de Andar ressemblent aux indiennes. Elles ont un mérite sur toutes les autres femmes. Lorsqu'elles perdent leur époux, qu'elles divorcent, elles se comportent de nouveau comme des vierges. Les Turcs donc associent la beauté, la pâleur et la grâce. Leurs visages ont tendance à paraître tristes, mais leurs yeux, bien que petits, sont doux. Leur peau d'un brun soyeux. Elles sont plus petites que la moyenne, mais sans être minuscules. Les grandes restent exceptionnelles. Celles qui sont belles le sont d'une manière extrême, et il est exceptionnel qu'elles soient laides. Ce sont des îles au trésor pour la procréation et des mines d'or pour la descendance. Il est rare que leurs enfants soient laids ou mal formés. Elles sont propres, raffinées. Leur batterie de cuisine et leur estomac où elles préparent, cuisent et digèrent la nourriture. Elles n'ont exceptionnellement mauvaise haleine et rares sont celles qui ont de gros mamelons. Elles ont cependant quelques mauvais penchants et sont peu loyales. Les Turcs peu loyales. Les femmes d'Eylami sont d'une grande beauté tant intérieur que physique. Mais ce sont elles qui ont le plus mauvais caractère et la nature la plus grossière. Elles sont capables de résister à tout, comme les femmes de Tabaristan, d'où vient Tabari. Les femmes d'Allan sont d'un blanc cuivré et bien en chair. Elles sont d'un tempérament froid et de par la bonne nature de leur caractère plus adapté au travail qu'au plaisir, on peut leur faire confiance. Elles sont honnêtes, à la fois sûres et obéissantes, mais elles sont également loin d'être licencieuses. Et maintenant, il y a qui? Il y a les Grecs. Elles sont des blondes, donc aux cheveux raides et aux yeux bleus. Ce sont des esclaves obéissantes qui s'adaptent à toutes les tâches, serviables, bien intentionnées, loyales, dignes de confiance et sur lesquelles on peut compter. Elles conviennent à l'emploi de trésorières car elles sont méticuleuses et peu portées à la générosité. Elles sont parfois douées pour certains artisanats d'art. Les Arméniennes maintenant seraient belles si elles n'étaient pas affligées de pieds particulièrement laids, bien qu'elles soient bien bâties, énergiques et solides. La chasteté est rare, voire inexistante chez elles, et le goût du vol largement répandu. Elles sont rarement avares, mais leur nature et leurs paroles sont grossières. La propreté ne doit pas exister dans leur langue. Ce sont des esclaves adaptés au travail pénible et à la domesticité. Si vous laissez un esclave arménien sans travail pendant 1 heure, son penchant naturel ne conduira à rien de bon. Seule la peur de la trique leur dicte un comportement correct et leur seul mérite est celui de résister aux longs et rudes travaux. Si vous surprenez l'un d'eux dans l'oisiveté, il ne s'agit jamais de manque de force mais de son mauvais naturel. Aussi, il faut bien utiliser la trique. Méfiez-vous lorsque vous le fouettez pour l'obliger à faire ce que vous voulez, car c'est une race en laquelle on ne peut avoir nulle confiance, même lorsqu'ils sont satisfaits, pour ne rien dire au cas où ils sont en colère.
Leurs femmes ne sont d'aucune utilité pour le plaisir. En un mot, les Arméniens sont aux blancs ce que les jeunes sont aux noirs, la pire espèce. Et que de points communs, leur force physique, leur immense méchanceté, leur nature grossière. Voilà. Voilà. Belle lecture, hein. C'est hashtag ironie, bien sûr, parce que là. En tout cas, maintenant vous avez le manuel pour choisir un esclave et il va fait un panorama en fonction des origines. Voilà. Donc je pense qu'on va se laisser là. Merci énormément de m'avoir écouté et on se retrouve une prochaine fois, peut-être un autre dimanche, voilà, un dimanche prochain potentiellement, pour la suite de la lecture de cet ouvrage. Merci beaucoup. Au revoir. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, bien sûr. Ceux qui veulent nous soutenir sur Tipeee et Patreon, c'est avec ça qu'on notamment on paye les logiciels de montage, avec lesquels on fait des shorts, fait des images, avec lesquels on fait des chansons aussi, avec lesquels on achète des livres, souvent coûteux, parce que c'est pas des livres qu'on trouve partout. Par exemple, celui-là, il était assez difficile à trouver parce qu'il est plus édité. Donc ils ont dû le rééditer pour que je puisse me procurer. Enfin, le réimprimer plutôt. Voilà. Il était en rupture. Le stock, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver et j'ai négocié pour l'acheter. De base, il devait coûter 80 euros pour je sais pas combien de pages. Voilà. Très difficile à se procurer ce livre de Bernard Lewis. Donc franchement, pour des ouvrages de qualité comme ça, tout en français, hein, ils sont rares, parce que la plupart du temps, c'est arabe et anglais. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, ceux qui veulent nous soutenir, donc n'hésitez pas à soutenir sur Patreon et Tipeee. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. On est bientôt à 10 000, mais il reste plus que 200 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui voient la vidéo. Et soutenez-nous et n'oubliez pas de commenter si vous avez aimé cette vidéo. Allez, ciao, ciao. Au revoir.